Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les travaux de la 15e réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger ont eu lieu les 30 et 31 janvier à Bamako. Des travaux qui interviennent dans un contexte de tension marqué par le boycott de la CMA et ses attaques de Gao contre le camp du mécanisme opérationnel de coordination. Pourquoi la CMA a-t-elle boycotté cette rencontre du CSA? Quel impact est-ce que ce boycott a sur l'application de l'accord? Comment arriver à avancer rapidement dans la mise en œuvre de l'accord de paix? Peut-on croire dans l'aboutissement de la rencontre de haut niveau annoncée hier par la médiation internationale? Cette réunion va-t-elle remettre en cause les acquis du processus d'Alger? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec nos invités qui sont Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la CMA, Firoun Maïga de la plateforme Brema Elidiko, il est sociologue et analyste. Mercredi 1er février, je suis Ousmane Djadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Fili Dambélé. Le grand dialogue. Cette 15e rencontre du CSA s'est déroulée dans un contexte tendu. Dans une correspondance adressée au président du CSA, la coordination des mouvements de l'Azawad a décidé de boycotter les travaux. Elle exige au préalable un meilleur cadre pour une mise en œuvre intégrale et diligente de l'accord, suivant un chronogramme actualisé, réaliste et consensuel. Alors, nous avons Ilad Ag Mohamed de la CMA. Est-ce que Ilad est avec nous? Bonsoir. Le temps que la technique puisse donc joindre Ilad, Firoun Maïga, donc ces travaux se sont déroulés quelque peu sous des tensions puisque d'abord on va dire que la CMA a boycotté carrément cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bonsoir aux auditeurs. C'est vrai, la CMA n'est pas venue à cette session. C'était prévisible puisque la session dernière, la CMA a suspendu sa participation. Les raisons avancées étaient qu'il ne se retrouve pas aujourd'hui dans l'agenda tel que l'accord le prévoit, les insuffisances qu'ils ont notées, qu'ils ont soulevées et une proposition d'élargir, disons, cette rencontre à un niveau plus élevé pour débattre réellement des questions et voir réellement quelles sont les solutions idoines à trouver par rapport à la situation. Donc, à ce dernier, c'est ça aussi. Bon, ils n'ont fait que réitérer leur point de vue, ce qu'ils ont dit à travers une correspondance, histoire d'être très correct. C'est des parties signataires, s'ils ne viennent pas, ils doivent notifier et ils le notifient par écrit et c'est ce qui est arrivé. Donc ce n'est pas une surprise, c'était déjà prévisible qu'ils n'allaient pas venir et puis ils ne sont pas venus. Le CSA s'est tenu, bon, on verra le reste. Merci Firoun. Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la CMA, est donc en ligne. Bonsoir Ilad. Bonsoir, Tamani. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Pourquoi la CMA a boycotté cette rencontre, cette 15e rencontre du comité de suivi de l'accord de paix? Merci, Tamani. Alors, la CMA, depuis la 14e session, c'est-à-dire celle qui précède celle-là, le 20 décembre 2016, avait adressé une déclaration à la médiation internationale pour signifier que l'accord de paix est en train d'évoluer sans beaucoup de lisibilité, avec une confusion totale. Et pour ça, la CMA souhaite ne plus participer aux sessions du comité de suivi jusqu'à l'organisation d'une rencontre de haut niveau pour pouvoir discuter des véritables blocages et comprendre qui est en train de bloquer cet accord et dans quel intérêt. Alors, depuis lors, la CMA, c'est dans cette droite ligne que la CMA se trouve encore, donc ce n'est pas un boycott de la 15e session comme vous êtes en train de le dire. Alors, Ilad, dites-moi, où est-ce qu'il est le point de blocage aujourd'hui au sein de ce comité de suivi? Le point de blocage, c'est d'abord, il s'agit d'un accord qui a son 19e mois ou 20e mois comme ça, qui a été signé. Il y avait un certain nombre de mesures qui devaient être prises avec un chronogramme détaillé. Vous savez, l'accord, à sa signature, avait un chronogramme.
aucun point inscrit dans ce chronogramme n'a été respecté véritablement. Dans l'accord, il est dit qu'au premier trimestre devaient avoir lieu les autorités intérimaires qui jusqu'ici n'ont pas encore vu le jour. Alors, alors qu'il y a eu des actes administratifs qui mettaient en place ces autorités intérimaires. Un décret du gouvernement a été signé pour cela, mais jusqu'ici, il n'a pas honoré ses engagements. Ensuite, il y a beaucoup d'autres décrets, notamment les décrets de la commission DDR, de la Commission nationale d'intégration. Il y avait un premier décret, par exemple. Ça, c'est à titre d'exemple, pour que l'opinion comprenne bien. Par exemple, le décret DDR, il a été pris avec un quota pour toutes les parties à l'accord. Mais à la signature du décret, c'est-à-dire le décret de nomination des membres de cette commission, le gouvernement il l'a pris à sa guise. La copie ne nous est même pas parvenue en tant qu'une partie à l'accord. C'est dans les réseaux sociaux qu'on a appris qu'il y a un décret qui a été signé, mais avec un autre quota. Le gouvernement donne à qui il veut, alors que cet accord aujourd'hui, il est bien que tout le monde comprenne que c'est un accord entre trois parties et les décisions doivent être prises d'une manière consensuelle. Ce n'est pas un don qu'on en fait pour les partis, non. La plateforme, le gouvernement, la Sénat doivent discuter consensuellement pour gérer les problèmes, c'est-à-dire qui sont liés à cet accord. Et ça, c'est dans l'intérêt supérieur de tout le monde et de la paix. En gros, c'est ça. Merci Ilad. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Brema Ali Diko, vous êtes sociologue et analyste enseignant à l'Université de Bamako. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les différents protagonistes de l'accord de paix s'entendent au regard de ce qui se passe? Bien, bonsoir à tous. Merci de m'avoir associé à ce débat. Je pense que les différents protagonistes ne se sont jamais en fait mis d'accord sur quoi que ce soit. À un moment donné, les gens ont trop bavardé en Algérie, donc il fallait se mettre d'accord sur quelque chose. Et il me semble que le gouvernement malien même avait 12 pages d'amendements qui n'ont pas été intégrés à l'accord. Et puis, si la CEMA a signé les accords, on se rappelle aussi du contexte dans lequel ces accords ont été signés. Donc il y avait une certaine injonction de la communauté internationale à arriver à quelque chose. Donc on a un accord. Mais dès le départ, donc, en fait, il y a ce fossé de déficit de confiance. La CEMA ne fait pas confiance en fait, au gouvernement. La communauté internationale en fait, est en train de faire en sorte pour que l'accord soit appliqué. Mais je pense qu'il y a un problème de lecture de l'accord. Chacun en fait, a interprété l'accord à sa manière. Et l'accord n'a pas été, de mon point de vue, un accord très ambitieux. Parce que dès le début, le centre, en réalité, qui vit en fait, des soubresauts de cette crise a été affecté, comme le Nord. Le centre aujourd'hui qui devient de plus en plus instable. Hein. Le centre, en fait, dès le début était instable, mais la communauté internationale, le Mali, en fait, chacun a préféré s'occuper plutôt des régions du Nord. Et donc, on récolte un peu les pots cassés, en tout cas, ce qui se passe au centre. Et donc, ça, c'est en tout cas une des difficultés. Et puis, l'autre difficulté, c'est que l'accord n'a pas été suffisamment expliqué. Vous regardez les intellectuels maliens, rares sont ceux d'entre vous qui peuvent vous réciter les grandes lignes. Et je ne parle même pas des populations locales qui sont censées être bénéficiaires en fait, de cet accord. C'est vrai qu'il y a eu quelques campagnes, quelques émissions, des sketchs, de ceci, cela, mais ça reste assez superficiel, c'est pas tout à fait consistant. Lorsqu'il y a un déficit de confiance entre les acteurs, on ne peut pas en fait espérer qu'il y ait une application correcte. Quand on parle de la mise en place des autorités intérimaires, des MOC, des choses comme ça, ce sont des dispositifs entre autres de l'accord. Mais pour les mettre en place, en fait, il faut déjà, je pense, vulgariser l'accord dans les différentes langues nationales et faire en sorte que les gens comprennent de quoi il s'agit, qu'il y ait une certaine appropriation locale et que bon, les bonnes volontés aussi puissent à un moment donné peut-être parler à qui des droits, parce que je pense qu'entre politiques on ne s'entend pas forcément, parce que nous avons là trois acteurs qui ont des intérêts divergents. Quand même 2 ans après la signature, on n'arrive pas en fait à l'appliquer. Ça veut dire que de part et d'autre la responsabilité est partagée. En fait, tous les acteurs sont responsables en fait de la non-application chacun à un moment donné va dire oui, on aurait dû faire ça, on n'a pas fait ça. Ça c'est en fait jeter un peu l'opprobre sur l'autre, mais la vérité c'est que chacun est coupable de la situation. Merci Brema Diko. Feroun Maïga, vous êtes de la plateforme. Est-ce qu'il y a eu des avancées en l'absence de la CEMA déjà? Oui, merci. J'ai entendu ce qu'a dit Ilad et puis mon frère. Moi, je pense que l'accord dans son préambule est très clair. Il faut une volonté politique. Et l'accord dans ses principes et ses engagements sont très clairs.
Et tous ceux qui ont Donc signé vous dites l'accord. aujourd'hui en fait que c'est la volonté politique qui manque pour avancer. Oui, mais une volonté politique partagée. C'est tout. Chacun, en ce qui le concerne, doit créer les meilleures conditions pour pouvoir apporter et non attendre que l'autre donne et que lui, il vienne partager. Je suis de la plateforme aussi bien que de la CEMA, mais l'accord, c'est un accord pour la paix et la réconciliation. C'est un accord inclusif pour amener la paix. Ce que je veux juste dire, c'est que chacun, en ce qui le concerne, en ce qui concerne la plateforme, quelle que soit sa position pro-gouvernementale, parce qu'elle est pour l'unité du pays, elle n'est pas du tout une partie belligérante, comme la CEMA est arrivée dans l'accord, les négociations, tout le monde sait ce qui s'est passé, et nous autres, notre positionnement était très clair. Mais malgré le fait que la plateforme est supposée être dans la logique de l'État, dans la logique du respect de l'intégrité, la plateforme souffre aussi. Absolument. Voilà, ce n'est pas seulement la CEMA, au contraire. Nous, on considère que la CEMA est le passage obligé. Donc la CEMA aujourd'hui vague comme elle veut parce qu'elle pense qu'elle a un pouvoir de décision qui peut le permettre. Et la plateforme, quel est son mot à dire? Est-ce qu'elle a un mot à dire? Est-ce que le point de vue de part et d'autre est perçu de la même manière? Voilà, donc je veux juste dire que bon, c'est des actions partagées, mais à ce stade, que ce soit pour la plateforme, la CEMA et le gouvernement, l'enjeu était de voir quels sont les ressorts nécessaires sur lesquels il faut se plier pour amener une cohésion et donner l'image que le Mali peut aller de l'avant. C'est ça l'espoir de l'accord. L'accord lu ou non, est-ce que les mouvements même l'ont lu? Est-ce qu'on le lit? Moi, je pense que nous le lisons, mais l'interprétation, effectivement, comme vous l'avez dit en tant qu'analyste, que chacun avait sa vision de l'accord par rapport à ça, je me dis, quelque part aussi, au niveau de la société civile, nous comprenons bien. Et puis bon, l'accord, c'est quand même des articles qui ont une interprétation juridique. Nous avons fait un atelier et quand nous avons vu l'interprétation de chaque article d'un point de vue de droit, alors on se rend compte qu'effectivement qu'on est très loin de ce que la Constitution même doit prévoir et de ce que les citoyens lambda acceptent comme approche ou comme hypothèse valable pour essayer de mieux interpréter. Donc il y a plusieurs scénarios qu'il faut peut-être voir dans l'accord. Mais n'en demeure, je pense que et la CEMA et la plateforme et le gouvernement ont tout intérêt à se retrouver. Parce que le fait de le bloquer ou bien le fait de ne pas l'amener de l'avant n'amènerait pas le Mali de l'avant. On va rester là. À qui ça profite? Alors, finalement, est-ce qu'il y a eu quelques avancées déjà, les bruits de coulisses nous disent aussi que la plateforme également a claqué la porte le lendemain. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pour cela quand on parle, la CEMA est partie de la plateforme. Dire la plateforme a claqué la porte, ce n'est pas du tout. La plateforme, elle claque la porte, elle ne claque pas la porte, elle est dans un environnement qui est déjà connu, qui est compris et donc on peut savoir. C'est-à-dire qu'il y a des insuffisances. Il y a une communication qui n'a pas pu être prise en compte du point de vue de la plateforme et qui n'a pas fait objet de débat et pour lequel, à l'issue des débats, la plateforme s'est trouvée, pas beaucoup intéressés. Quand des débats ne vous concernent pas et ceux qui vous concernent ne sont pas à l'ordre du jour parce qu'il y a un autre agenda, bon, ils ont dit, à partir du moment où nous pensons que nos problèmes ne sont pas discutés, que nous avons la table et que bon, c'est comme ça, il est important que nous, on s'occupe d'autres choses en attendant qu'on s'occupe des problèmes. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir compris les raisons pour lesquelles la plateforme également a quitté cette 15e session. Non, la raison était très simple. Sur les documents qui sont arrivés des sous-comités, c'est-à-dire que vous avez la CTS, le sous-comité de défense, l'ensemble des 4 thématiques qui sont arrivés avant, il y a des points de discussion qui ont trait à un certain nombre de points. La situation des Gao, la question du MOC, la question des autorités intérimaires, même les indemnités qui sont concernées par rapport à tout ça, ce sont des questions réellement qui doivent être discutées. Mais quelque part, on a donné dans les débats une orientation à un débat qui semblait pour la plateforme, bon, pas du tout chose. Je pense que c'est en toute raison gardée qu'ils ont dit, bon, à partir du moment où le débat ne venait pas et que nous, ceux sur lesquels nous avons envie de débattre n'est pas à l'ordre du jour ou semble être un peu mis à côté, bon, qu'est-ce qu'on a à faire? On va laisser la communauté internationale débattre d'elle-même et puis d'autres choses. Bon, je pense que c'est ce qui a amené une suspension qui ne veut pas dire un retrait. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue, la 15e réunion du CSA, la CMA qui boycotte les travaux, aussi la plateforme également qui boycotte les travaux. Ilad Ag Mohamed, vous êtes porte-parole de la CMA. Est-ce que la CMA n'aurait pas pu justement rester au sein de ce comité et discuter de ses points de vue, faire valoir ses points de vue? Est-ce que suspendre cette participation va résoudre quoi que ce soit aujourd'hui? Écoutez, d'abord la CMA, elle a suffisamment, elle était à la 14e session, ok, avant d'avoir fait la déclaration. Donc, je rappelle que ce n'est pas la première suspension CMA du CSA. Oui, bon, moi je crois que c'est la suspension la plus importante aujourd'hui. Parce que ce qui est sûr, après 14 mois, il y a suffisamment de temps pour prendre qu'est-ce qu'on est en train de suivre. Est-ce qu'il faut continuer à s'asseoir pour faire des déclarations à la sortie des réunions pendant qu'on est là pour suivre un accord, la mise en œuvre d'un accord qui n'est pas en train de se mettre en œuvre? Et très sérieusement, il est nécessaire d'observer un arrêt, et c'est de l'intérêt de tous, et c'est pour la crédibilité de tous les acteurs. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez voir, vous allez faire un peu les tours des différents acteurs, il y a des gens qui sont fatigués, ils sont lassés de voir cet accord en train de tourner en rond. Donc moi, je crois que tous ceux qui sont épris d'un esprit de, si vous voulez, qui veulent réellement, qui tiennent à un peu de crédibilité, ils doivent faire le constat. Un accord qui n'est pas en train d'être mis en œuvre, pourquoi s'y réunir encore? Et je crois qu'aujourd'hui, il est bien de se remettre en cause. Heureusement qu'il y a même des dispositifs dans l'accord qui prévoient cette situation. Pour organiser une rencontre de haut niveau et discuter des problèmes, et espérons que ça serait le cas. Alors, avant d'arriver justement à cette rencontre de haut niveau, est-ce que ces récents événements à Gao qui ont touché toutes les parties, CMA, plateforme armée malienne, est-ce que ne sont pas de nature à quelque peu ralentir, puisqu'on dit que les hommes du MOC devaient sécuriser les autorités intérimaires qui devaient prochainement être mises en place? Est-ce que ce n'est pas de nature à ralentir très logiquement les choses? Est-ce que ce n'est pas compréhensible qu'il y ait un petit retard à ce niveau-là? Oui. Certes, il y a eu ce drame regrettable et je crois que les partis sont en train de travailler déjà pour surmonter les difficultés. Et ça, je salue toutes les parties qui sont en train de mener ce travail. Je crois que le MOC aujourd'hui, dans tous les cas, il existe, même s'il n'est pas dans les meilleures conditions pour être efficace. Même s'il n'est pas opérationnel encore? Je dis dans les meilleures conditions pour être opérationnel. Ce qui est sûr, il y a un travail à faire. Il ne suffit pas de regrouper les hommes et les dire, bon, allez-y au travail. Et ce travail est en train d'être fait. Surtout après les drames, il y a lieu de corriger les insuffisances sécuritaires, prendre des mesures, remonter le moral des troupes, soigner les blessés. Il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, je ne crois pas que ça soit, je crois pas qu'il faut forcément dire que bon, il faut attendre que le MOC atteigne sa vitesse de croisière pour installer les autorités intérimaires. Au contraire, il faut aller rapidement vers les autorités intérimaires. Ça fait partie, même si vous voulez, de ce qui peut rendre le MOC. C'est un élément qui va encore donner de l'énergie, à mon avis, au mécanisme opérationnel de coordination. Merci Ilad. Brima Elidiko, finalement, est-ce qu'il y a une nécessité forcément d'aller à une rencontre de haut niveau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va résoudre? Est-ce qu'elle peut décanter aujourd'hui cette situation-là quand on voit que les deux principales parties, la plateforme et les CMA, sont toutes fâchées? Bon, moi je pense qu'une rencontre est toujours importante, ça permet aux uns et aux autres de se jeter déjà l'opprobre, bon finalement d'aplanir les points et se mettre d'accord sur quelque chose. Mais je pense que 15 sessions déjà du CSA, 24 mois après la signature, il y a eu trop de rencontres. 19 mois, enfin peu importe, mais dans tous les cas ça fait quand même plus d'un an. Je pense qu'à un moment donné, les rencontres ça suffit.
Il faut simplement que les différents acteurs s'assument chacun à son niveau, chacun connaît sa part de responsabilité. Mais il y a eu des avancées quand même. Non, il y a eu des avancées. Les avancées, c'est quoi? En gros, ils ont construit quelques sites qui ont été aménagés. Donc, après, on a mis en place les MOC, même s'ils ne sont pas forcément opérationnels, en tout cas à 100%. Mais il ne faut jamais se leurrer en disant on va attendre tous les moyens parce que les conditions ne seront jamais réunies en fait à 100%. Il faut toujours commencer avec les moyens de bord. Parce que si chaque acteur veut attendre que toutes les conditions soient réunies, je suis sûr qu'encore dans 10 ans, on sera là, je ne le souhaite pas. Et au même moment, nos populations en fait souffrent. Je pense qu'à un moment donné, chacun doit descendre un peu de sa chaise en fait ou de son piédestal pour comprendre, voir en fait que chacun doit se reprocher quelque chose, faire une sorte de lavage. Les responsabilités sont totalement partagées. Hein. Pour moi, en fait, chaque fois qu'il y a un problème, les responsabilités sont toujours partagées. La communauté internationale a sa part parce que bon, en fait, elle ne dit pas forcément toujours la vérité, quoi. En fait, elle ne s'assume pas toujours. L'État du Mali a sa responsabilité, la plateforme a sa responsabilité, la CEMA a sa responsabilité. Donc c'est ça la vérité. Chacun doit juste savoir c'est quoi ma responsabilité et qu'est-ce que je peux faire pour qu'au moins il y ait un début d'action. Parce qu'en fait, plus on passe le temps comme ça, au même moment, nos populations vont souffrir et l'amertume va les gagner. Le sentiment d'insécurité, plutôt même la psychose, en fait, s'installe de plus en plus. Au même moment, l'insécurité est en train de se propager et atteindre, en fait, au-delà du centre, hein, même le sud n'est pas épargné. Quand on dit même qu'on a arrêté, en fait, 2 personnes à Bamako, voilà, donc on se rend compte que on est dans un contexte... et on a vu, hein, Sikasso d'ailleurs en proie, hein, la fameuse forêt de Fakola. Oui, mais moi, je vous assure, vous savez, il y a lundi, il y a même un agro-éleveur qui a été décapité à Markakongo, mais ça, les médias ne sont pas au courant. Voilà, donc les gens qui l'ont décapité ont amené sa tête. Voilà, c'est pour dire qu'il y a des actions comme ça qui se passent, mais ce sont des réalités. Donc, mais le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est un gros marché en fait dans lequel chacun en fait est en train de manger un peu. Et puis, c'est comme si, d'une certaine manière, plus ça dure, plus ça arrange tout le monde. Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi à un moment donné, la communauté internationale qui est garante finalement de ça ne tape pas en fait sur la table et puis bon, demande aux uns et aux autres de s'assumer. Parce que de report en report, bon, finalement aujourd'hui on est en fait avec le CSA, demain chacun se retire, après demain on se rencontre et au même moment les gens souffrent. C'est comme si en fait on pense pas aux populations. Moi c'est ce que voilà, et tout ça. Et après il y a la question du portage politique. Parce que bon, créer en fait un poste de haut représentant, tout ça c'est bien, mais encore faut-il que ce haut représentant, je pense, soit soutenu politiquement et qu'il ait les moyens de ses actions. Par exemple sur la question du centre, nous on a fait beaucoup de réunions avec lui, mais vous faites les réunions, vous faites des recommandations, après il n'y a rien du tout. Il y a quand même des choses qui ne demandent pas de moyens, mais qu'on ne met pas en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte aujourd'hui que dans les endroits où on peut ouvrir des écoles, que les écoles soient ouvertes. Dans des endroits où il n'y a pas de centre de santé, que ces centres de santé soient fonctionnels. C'est le minimum qu'on peut faire, mais on ne le fait pas. Et au même moment, en fait, on continue en fait, à faire plaisir soit à la plateforme, soit au CEMA, soit à la communauté internationale. Donc finalement, on ne sait pas en fait. C'est ça qui est embêtant. Merci. Firoun Maïga, il semble qu'il y a une très très grande confusion, justement. Quelle est la grande priorité dans la mise en œuvre de l'accord? On parle aujourd'hui de l'installation des autorités intérimaires, de DDR, de réintégration, de redéploiement de l'administration dans le pays. Finalement, c'est quoi? Puisqu'on nous dit finalement que l'accord peut ne pas suivre une avancée linéaire d'un point 1 à un point 2, on peut sauter logiquement d'un point 1 à un point 5 apparemment. Oui, merci beaucoup. J'ai entendu mon frère analyste qui a donné une situation que je comprends très bien, mais il faut reconnaître, il faut revenir à l'accord, parce que si on sort de l'accord, on ne comprendra pas. Mais la mise en œuvre de l'accord est de la responsabilité du gouvernement de la République du Mali, qui est garant, pays souverain et qui a la responsabilité de mettre ça. Mais est-ce que le gouvernement peut faire appliquer cet accord-là si l'administration malienne n'est pas redéployée partout dans le pays? Oui, mais c'est ça. Mais l'accord définit effectivement les modes. Le modèle par lequel le redéploiement dont vous parlez, les autorités intérimaires, et le DDR, le tout, comment ça va se faire. Si vous lisez l'accord, vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qui est prioritaire finalement? Mais ce qui a été prioritaire d'abord, c'était réellement de voir si réellement les structures concernées par l'accord sont mises en place. C'était les 4 structures. La CVGR? Voilà. Non, pas la CVGR, les quatre sous-comités, plus le CSA. Vous avez la commission institutionnelle, puisque c'est des textes
et des articles qu'il faut politiquement, il faut bien les analyser. Vous avez la commission défense et sécurité qui a été mise en place par le CSA, la commission développement et la commission réconciliation. Bon, l'État du Mali devrait prendre des mesures, comme on l'a dit dans l'accord législatif, réglementaire, voire même constitutionnel. Et ça a pris un certain temps, mais quand même, l'État a fourni l'effort. Quand même, les décrets ont été signés. On les reconnaît tous qu'il y a le décret pour la Commission nationale, comme l'accord le dit, la Commission d'intégration, l'accord le dit, la Commission de la réforme du secteur de la sécurité, l'accord le dit. On a dit effectivement pour les autorités intérimaires, les décrets portant effectivement autorité intérimaire a été. La loi effectivement a été promulguée par l'Assemblée. Ce qui reste, c'est le mode opérationnel. Comment est-ce que tout ça va se conjuguer sur le terrain? Sur ça, effectivement, il y a un préalable. Pour que les autorités intérimaires se mettent en place, pour que les structures de l'État déconcentrées se redéploient, il faut un minimum de sécurité. Et cette sécurité est supposée, avec l'installation du MOC, les patrouilles mixtes, que le redéploiement de l'administration va se faire dans ces différentes régions. Ce qui n'est pas encore effectif, le MOC a pris du temps. Quelque part, nous sommes nous-mêmes mouvement un peu responsables. Les listes ne sont pas vite arrivées, mais jusqu'à présent, les listes pour les sites de cantonnement ne sont pas totalement données. Voilà. Certaines listes peuvent être données, donc il ne faut pas se dire. Le gouvernement, moi je reconnais en tant que plateforme, et la SEMA et la plateforme à un certain moment, il faut le reconnaître, on salue l'effort que le gouvernement a fourni pour mettre quand même ces outils en place et qui permet aujourd'hui d'aller à cette deuxième phase. Qu'est-ce qui reste? C'était les autorités intérimaires à mettre en place. Il vient de dire qu'il y a des décrets qui ont été signés, mais les personnes concernées n'ont pas été choisies. Et surtout, le caractère consensuel apparaît toujours d'une partie ou d'une autre, comme si, en ce qui concerne l'accord, et comme on le dit... Non, mais on a vu quand même que la plateforme n'avait pas de problème avec la liste des autorités intérimaires qui a été publiée. Bien sûr, la plateforme la CMA a tapé du poing sur la table. Non. Enfin, une partie de la CMA, à tous les niveaux, la CPA notamment. Oui, mais à tous les niveaux, concernant les autorités intérimaires, vous avez des partis qui se sont plaints. Non, il faut reconnaître. Et aujourd'hui, la question fondamentale, ce qui reste, c'est que même si les autorités intérimaires, telles que ça a été donné par les mouvements aujourd'hui, si ça continue, il y aura des contestations. Parce que les gens ne se retrouvent pas. Si tu prends la région de Gao ne se reconnaît pas dans ces autorités intérimaires. Il y a eu des réactions, il y a eu des morts, il y a eu des trucs dans la région de Tombouctou, c'est la même chose. Et même à Kidal. Il y a des choses. Donc, il y a un certain nombre. Et c'est pour cela que je dis, s'il faut amener les responsables, les signataires de l'accord, que ce soit la CEMA, la plateforme, le gouvernement et la communauté internationale elle-même, qui a sa responsabilité de dire la vérité et de dire devant chaque partie ses torts et ses raisons. Vous pensez que cela se fait? Mais non. Est-ce que cela se fait? Est-ce que vous pensez que la communauté internationale prend ses responsabilités et dit la vérité à toutes les parties? Non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, pourquoi la plateforme a suspendu hier, c'est par rapport à la situation de Gao. La plateforme s'est trouvée indignée de voir que Barkhane agit à Gao en fouillant des maisons et en désarmant des éléments de la plateforme sous prétexte que c'est par rapport aux enquêtes suivies, mais nous savons que c'est un désarmement pur et simple. Et ça a frustré. Nous avons vu des gens qui sont rentrés dans des maisons pour des Arabes bien spécifiés et ça a choqué. Et si ça devrait choquer une communauté à Gao, parce qu'à Gao, vous ne pouvez pas séparer les Arabes, les Touaregs et les Sonraï, et qu'une partie dans la même ville soit choisie, c'est que ça révolte. Alors, pourquoi on doit faire révolter des gens pour qu'on comprenne peut-être que de l'autre côté, c'est les communautés eux-mêmes qui sont derrière ou bien instrumentalisées d'une certaine manière et nous amener ce que nous ne souhaitons pas. Le seul déclic, le drame de Gao, qu'on déplore, qu'on regrette, ce drame a donné une certaine lecture à la population de la région de Gao et même à Kidal aux populations. C'est cette cohésion par laquelle les gens sont sortis à l'unisson et n'ont pas regardé que ce soit un combattant de la CEMA, un combattant de la plateforme ou de quoi que ce soit. Ils ont vu des Maliens qui ont été victimes de quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas, qu'ils ne connaissaient pas et à l'unisson, aujourd'hui, ils sont arrivés à ça. Et c'est ce qu'il faut le dire. S'il y a une rencontre de haut niveau qui sort sur ce genre d'aspect pour essayer de créer une cohésion, oui, je le souhaite de bien fort. Mais si c'est juste pour parler parce qu'on se connaît, de haut niveau, c'est qui? Est-ce que c'est au-delà de la CEMA, des responsables de la CEMA, des responsables de la plateforme, du gouvernement et du CSA qu'on connaît? Est-ce qu'il y a d'autres? Si Ban Ki-moon devrait arriver, je serais le bienvenu parce que ça, c'est de haut niveau. Merci. Il n'est plus là. Merci Firoun Maïga. Quelques secondes de pause, nous reviendrons donner la parole à Iladag Mohamed de la CMA.
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de suivre le grand dialogue, la 15e réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger, la CMA et la plateforme qui ont claqué la porte, je le dis un peu comme ça. Ilad Ag Mohamed, dites-moi, est-ce que justement l'heure n'est pas à la cohésion après ce drame de Gao qui démontre que les extrémistes religieux ou les extrémistes tout court, les terroristes ont une très grande force de frappe encore? Est-ce qu'il ne faut pas que la plateforme, la CMA et le gouvernement du Mali se tiennent la main au jour d'aujourd'hui pour pouvoir avancer? Pour moi, l'heure a toujours été au rendez-vous et c'est la signature de l'accord en 2015 qui consacrait le rendez-vous entre ces trois parties. Mais malheureusement, tant que cet accord, on va toujours revenir là-dessus, permettez-nous de le dire pour qu'il soit suffisamment entendu et compris. Tant que cet accord n'est pas appliqué, on ne pourra pas avancer. Certes, monsieur l'analyste l'a dit, c'est un accord qui n'a pas satisfait toutes les parties, mais aujourd'hui, les uns et les autres pensent que c'est une solution au problème de cette crise qui n'a fait que trop durer. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes essentiels. D'abord, le gouvernement, la partie gouvernementale qui a la responsabilité de la mise en œuvre de l'accord et la bonne foi des parties signataires de l'accord. Ça, ce sont des passages de l'accord. Alors, la partie gouvernementale, M. Ferron l'a dit, a fait beaucoup de choses. Je ne dis pas le contraire. Mais faire beaucoup de choses, si elles ne sont pas faites dans un cadre cohérent, lisible, il n'y aura pas de résultat. Aujourd'hui, le problème, c'est que même ceux qui sont en train de suivre la mise en œuvre de l'accord, souvent on ne sait pas à qui s'adresser pour régler telle ou telle question prévue dans l'accord. Pour une question donnée, vous allez rencontrer une autorité, un membre du gouvernement, etc. Peut-être qu'il va faire juste un point, etc. Il n'y a pas un cadre cohérent. On s'est dit que dans l'intérieur aujourd'hui de la paix, il faut créer un cadre cohérent, lisible, avec un chronogramme détaillé qui est réaliste. Et puis voilà, on avance, même si on va à un rythme très lent, d'une manière cohérente, consensuelle, on avancera mieux que quand on va dans tous les sens. Aujourd'hui, moi j'ai suivi même ces débats. Alors Ilad, selon vous, quelle est la priorité aujourd'hui dans la mise en œuvre de l'accord? Est-ce que c'est l'installation des autorités intérimaires? Est-ce que c'est le redéploiement de l'administration dans l'ensemble du pays pour que peut-être les choses puissent avancer plus vite? Est-ce que c'est la réintégration au sein des forces de défense? Les questions ne sont pas là-bas. Vous savez, comme l'a dit M. Ferroun, il y a 4 volets. Il y a un volet politique, un volet sécuritaire, un volet de développement et un volet humanitaire et de justice. Ces 4 volets, l'accord est basé sur les 4 volets. Et ces 4 volets doivent évoluer parallèlement. Ils doivent aller ensemble. Vous n'allez pas dire, voilà, je vais mettre l'accent sur les volets sécuritaires et laisser les volets institutionnels ou politiques. Alors aujourd'hui, la mise en place des autorités intérimaires, pour moi, est extrêmement importante parce que c'est un point important qui devait voir le jour depuis plus d'1 an. Alors, qui va sécuriser ces autorités intérimaires actuellement si elles sont mises en place? On va dire si elles sont mises en place demain, qui va les sécuriser? Mais le MOC est là. Il y a le MOC à Gao, par exemple. Il y a déjà le MOC qui est opérationnel. Dès que vous allez mettre les autorités intérimaires, il y a le MOC et puis il est prévu dans l'accord que les forces internationales présentes vont appuyer le MOC. Moi, je crois que le problème ne se pose pas. Et immédiatement après, vous allez venir à Kidal, les mettre ici et puis mettre le MOC qu'il faut. Moi, je crois que le problème, c'est pas ce problème, c'est pas ça qui va poser un problème aujourd'hui. Très franchement. Merci Ilad, donc restez avec nous pour la suite de cette émission. Brema Elidiko, quels sont les défis immédiats de ce MOC justement? Est-ce que le MOC a les capacités aujourd'hui opérationnelles d'aller sur le terrain, surtout après le coup dur de Gao? Vous savez, sincèrement, moi je pense que quand on veut, on peut.
Le problème, c'est qu'on est dans une perspective trop sécuritaire de la situation et on n'a pas forcément beaucoup associé les populations locales qui sont les premières victimes et qui en réalité devraient plutôt être aussi beaucoup des actrices. C'est comme si en fait tout le processus est défini à Bamako et tout le monde se rencontre à Bamako, on se met d'accord sur des choses et puis on vient en fait appliquer au niveau local. Le drame de Gao aurait pu être évité si, je pense, on avait tous les camps sont sécurisés. Si tous les camps sont sécurisés et on met en place le MOC dans un contexte d'insécurité absolue, pourquoi on n'a pas pris les dispositions en fait à temps? C'est une question en fait légitime qu'on peut se poser. Bon, le mal est fait. Je pense que si vraiment toutes les parties montrent leur bonne volonté et que chacun s'engage réellement, les MOC peuvent être opérationnels. Maintenant, même pour la question de la mise en place des autorités intérimaires, c'est ce qui est prévu. Mais en réalité, si les gens étaient même de bonne foi, on aurait même pu ne pas parler d'autorité intérimaire. Vous savez, malgré la crise, moi j'étais à Diabali au mois de mai, il y avait quand même des maires qui étaient là. Il y a des gens qui sont restés et qui en réalité, malgré l'insécurité, sont restés. Et donc, les maires qui, je le rappelle, se font assassiner à longueur de journée. Vous avez quand même des gens qui ne sont pas partis, qui en réalité ont résisté même pendant l'insécurité. Au même moment, en fait, on va identifier des gens, soit proposés par la plateforme, soit proposés par la SEMA ou par je ne sais pas qui. Et puis, donc, on va en fait, venir les implanter avec quelle légitimité, en fait, au niveau local, avec très peu de légitimité dans beaucoup de cas. Donc, on aurait pu, si toutes les parties réellement étaient de bonne foi, faire en sorte que les MOC soient opérationnels. Ben, les MOC, c'est les éléments de chaque partie. Donc, si chaque partie donne ces éléments, on se met d'accord là-dessus, on donne les moyens nécessaires pour que les MOC puissent être opérationnels. Tout ça n'est pas du tout compliqué. On n'a même pas besoin d'incantation pour ça. Maintenant, on aurait pu organiser chacun aurait pu montrer, je pense, à bonne foi, faire en sorte que ceux qui veulent diriger les zones puissent être des gens qui ont une certaine légitimité au niveau local et qui peuvent bénéficier du soutien de la population. Parce que, vous savez, les gens ne peuvent pas venir de l'extérieur attaquer. Tous les grands empires sombrent de l'intérieur. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des complicités. C'est parce qu'à l'intérieur, quelqu'un sent que lui n'est pas associé. Parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a des agendas différents. C'est simplement ça. Alors, et comme ils l'ont dit et même l'ont reconnu, chacun est responsable de la situation. Brema dit qu'on parle d'une rencontre de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on voit que toutes les parties se retrouvent déjà au CSA? On a la plateforme, on a la CMA, on a la communauté internationale, on a le gouvernement. Alors, ça veut dire quoi? Cette rencontre de haut niveau ce serait avec qui? Bon, pour moi, c'est la médiation internationale, c'est-à-dire les acteurs de la médiation. Qui font partie du CSA. Disons que ce sont les mêmes acteurs du CSA. Peut-être que ce qui va juste changer, c'est qu'on fera peut-être la rencontre dans un endroit neutre qui n'est pas forcément Bamako, je ne sais pas, peut-être encore à Alger. Et vous pensez que cela va changer quelque chose? J'espère que ça va changer quelque chose parce que la souffrance des populations, en tout cas, a trop duré et que vraiment, qu'à un moment donné, bon, je pense que quand les gens vont aller là-bas, chacun va dire qu'est-ce que lui pense qui bloque en réalité le processus et puis les gens vont peut-être prendre des engagements, ils vont dégager des priorités et ils vont peut-être faire un autre agenda en fait, de mise en œuvre de l'accord parce qu'en tout cas on est en retard sur justement l'agenda qui avait été défini lors de la signature de l'accord et je pense que ce n'est pas forcément mal de pouvoir se retrouver dans un environnement neutre avec les mêmes acteurs, pourquoi pas, c'est pas grave et puis on se dit, donc chacun, peut-être au premier jour, chacun va essayer de dire oui mais c'est toi le responsable, tu aurais dû faire ça, etc. etc. Mais en même temps, les derniers jours on se mettra forcément d'accord sur un chronogramme des activités, on va dégager les priorités et donc après on va peut-être voir justement est-ce qu'il y a quelque chose qui manque qui fait que chacun peut se retirer et puis bon ben il n'y a rien du tout. Est-ce que peut-être qu'on peut même prévoir, je pense à l'issue de cette rencontre, que la communauté internationale s'assume et qu'elle dise en fait la vérité à toutes les parties. Si elle estime que par exemple c'est le gouvernement du Mali qui est fautif ou si c'est la plateforme ou si c'est la CEMA ou je ne sais pas quelle autre structure, que bon ben qu'elle prenne ses responsabilités. Parce que je pense que c'est bien la neutralité, mais elle est assez molle de mon point de vue. Merci, voilà. Brema Elidiko. Firun Maïga, dites-moi, Brema Elidiko l'a dit et l'a redit à juste titre, les souffrances des populations, quand est-ce qu'on peut dire, quand est-ce qu'on peut espérer que le vivre ensemble ancestral va revenir et qu'il y aura la libre circulation du nord au sud, que le Kidalois peut se rendre à Sikasso, que le Sikassois peut se rendre à Kidal sans problème.
Non, moi je voulais juste répondre à mon frère très rapidement. Très rapidement, en disant effectivement, je comprends son souci. Le souci de la CEMA et de la plateforme, je peux le dire aujourd'hui, n'a jamais été de bloquer le processus, de montrer que bon, c'est elle qui a été, c'est elle qui est sortie gagnante de ce bras de fer avec l'État malien et qui revient, c'est la force, revient à la CEMA ou à la plateforme pour dicter ce qu'ils veulent. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, le souci de la plateforme et de la CEMA, c'est de voir un espace apaisé. Je peux vous dire, juste après la signature de l'accord par la CEMA, il y a eu une période de décrispation où l'ambiance était telle que nous voyons effectivement le processus aller plus vite. Et c'est ce qui a encouragé effectivement tous ces décrets qui ont été faits de manière consensuelle. Parce mais qu'est-ce qui s'est passé justement? Est-ce que cette période d'entente cordiale n'existe plus? Non, je m'interroge et souvent je me pose la question. Je ne suis pas du CSA, je ne suis pas au niveau du CSA, je suis au niveau des sous-comités, je suis au niveau du sous-comité défense. Donc je n'ai pas le droit d'aller regarder dans la salle qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les mêmes acteurs qui ont commencé à mettre à l'aise l'ensemble des mouvements en créant ce climat de confiance, est-ce que ce sont les mêmes éléments qui sont au niveau du CSA? Je ne le sais pas, je n'ai jamais regardé. Est-ce qu'il y a changement? Est-ce que l'État a pu créer des conditions pour créer un flou pour que les gens ne se retrouvent plus? Parce que bon, mes anciens amis sont mes anciens amis, s'ils reviennent, ils sont mes anciens amis, nous savons comment est-ce qu'il faut accorder. Ou est-ce que ceux qui sont aujourd'hui les acteurs du gouvernement au niveau du CSA n'ont pas la mesure, ne sont pas dans le bain de l'accord depuis au début et comprendre effectivement comment est-ce que chaque partie a souffert et a accepté d'aller au compromis. Ça, c'est des facteurs que moi je commence à comprendre, à me dire, est-ce que ce n'est pas des dysfonctionnements comme ça qui ont amené une certaine méfiance, bon, une certaine négligence? Et vous savez, les questions d'éthique, les questions simples que l'on voit de tous les jours sont des questions qui sont très importantes. Soit que tu regardes un chef de mouvement et que tu le regardes, tu ne le salues pas très bien, et puis qu'il se dise, bon, ce n'est pas mon problème, qui rebondit automatiquement sur quelque chose, et voilà. Il y a des questions qu'il faut. Maintenant, s'il faut un niveau où il faut harmoniser l'ensemble de ces points, se dire certaines vérités, et que quelque part, il y ait un arbitre qui est en mesure de pouvoir dire voilà l'accord, voilà les engagements, voilà ce sur lesquels il faut aller, voilà le timing. Il a parlé de chronogramme. Oui, il a parlé des autorités intérimaires, c'était la priorité. L'accord le dit, une période intérimaire devrait être mise en place. On est quelque peu pris par le temps. Dites-moi, quand est-ce qu'on peut espérer justement que les choses vont aller très très vite et qu'il y aura une libre circulation des Maliens du nord au sud, d'est en ouest? Je pense qu'aujourd'hui, tous les Maliens qui veulent aller à Kidal peuvent aller à Kidal. Le gouvernement peut aller à Kidal aujourd'hui? Est-ce que l'administration malienne peut aller à Kidal? Le processus pour amener l'administration, le retour des services sociaux de base est bien décliné et bien clair. Si les autorités intérimaires sont mises en place, sécurisées par le MOC, appuyées par la communauté internationale, Barkhane ou autre chose comme on le dit, la circulation des populations et de leurs biens, on verra que la décryptation va se faire et puis les choses vont se mettre dans l'ordre. Merci. Iladag Mohamed, vous êtes porte-parole de la CEMA. Quand est-ce qu'on peut dire que le drapeau du Mali va flotter à Kidal? Alors, vous, c'est le drapeau qui vous intéresse. Mais le drapeau est le symbole de la nation. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi vous voulez toujours un raccourci? Vous savez, tout ça, ce n'est pas... Il ne faut pas se cacher derrière des raccourcis pour biaiser un processus. Les partis ont convenu d'un processus. En signe de bonne foi, je vous rappelle que la CEMA a déjà fait venir le gouverneur de Kidal, il a accepté son arrivée depuis un certain temps. Il y a un ministre du gouvernement malien qui est arrivé à Kidal. Donc arrêtez de diaboliser, je vous en prie. Il ne faut pas diaboliser Kidal. Et quand vous dites quand est-ce que les populations vont circuler, les gens circulent librement. Alors, justement, je cherche à rassurer la population, Ilan. Donc aidez-moi à rassurer la population. Dites-moi. Quand est-ce qu'on peut dire vraiment que toutes les parties ont convenu de l'intégrité territoriale du pays? Donc concrètement, quand est-ce qu'on peut dire que Kidal sera dans le giron malien totalement? Mais qu'est-ce que vous appelez giron? Kidal est sorti du giron depuis quand? Merci. C'est quoi le giron concrètement? Il n'y a pas de frontière. Il n'y a ni une frontière imaginaire, ni une frontière. Il n'y a pas de barbelé entre Kidal et puis le reste du pays. Moi, je crois que ne déplacez pas les débats, s'il vous plaît. C'est exactement ce que je voulais entendre. Malheureusement, c'est ce genre de vision qui font qu'on n'est pas en train d'aller à l'essentiel.
Vous allez voir de gros responsables, des ministres, qui vous disent quand est-ce que le drapeau va flotter. Mais avant de faire flotter le drapeau, il faut mettre en œuvre l'engagement qui était assigné. Mais c'est aussi simple que ça. Pourquoi des raccourcis? Alors je souhaite que les autres reviennent sur terre, qu'ils revoient leurs textes et respecter leur engagement. C'est ça, c'est dans l'intérêt de la crédibilité de tous. Merci mesdames et messieurs, ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci à Ila Dag Mohamed, porte-parole de la CMA, Firun Maïga, merci de la plateforme, Brema Elidiko, analyste, merci à vous mesdames et messieurs. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde par Philly Dambélé, la régie vidéo était assurée par Gagny Kanté, je suis Ousmane Diadje Touré, à demain pour une autre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.